Salut, je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans, et voici ce qui s'est passé le Noël dernier. Je suis rentrée chez nous, dans notre grand chalet familial en bois sur les hauteurs d'Annecy, en Haute-Savoie. Cheminée allumée, odeur incroyable de dinde au marron, toute la famille réunie autour de la table à rire, à se passer les plats, faisant comme si tout était parfait. J'ai attendu que tout le monde ait la bouche pleine, puis j'ai souri et demandé, « Et, l'hôpital a déjà envoyé la convocation pour l'opération ?» Papa et ma belle-mère, Valérie, se sont regardés et ont carrément ri. « Ah oui, c'est arrivé la semaine dernière », a dit papa super décontracté en coupant un autre morceau de dinde, mais on a utilisé cet argent pour la fête des 27 ans de Léo. On a 27 ans qu'une fois, non? La table a continué de sourire comme s'il venait de parler de la météo. J'ai posé ma fourchette lentement, je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit très calmement, « Donc, je suppose que vous ne savez toujours pas qui avait réellement besoin de cette opération. » La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Le visage de papa s'est vidé de son sang. Valérie s'est figée, la sauce à mi-chemin de sa bouche. Léo a juste fixé son assiette comme si de rien n'était. Cette seule phrase a transformé le repas de Noël en cauchemar en 3 secondes chrono. Si vous avez déjà lâché une phrase lors d'un repas de famille qui a fait s'étouffer tout le monde, racontez votre histoire en commentaire, je jure que je lis tout. Et restez jusqu'à la fin, parce que ce qui leur est arrivé après. Ouais, vous allez vouloir voir ça. Leurs visages sont devenus blancs comme des linges et personne n'a dit un mot de plus de la soirée. La lumière du matin a filtré à travers les vieux volets en bois du salon, mais je n'avais pas bougé du canapé de toute la nuit. Mon téléphone était toujours dans ma main, l'écran fissuré depuis que je l'avais laissé tomber des heures plus tôt. Je l'ai finalement déverrouillé et j'ai ouvert l'application bancaire une fois de plus, priant pour avoir imaginé le chiffre 0, 160 000 € envolés. J'avais passé les 10 dernières années à maintenir cette famille à flot. Chaque chèque de paie allait directement dans leur vie pendant que je vivais de pâtes et d'heures supplémentaires. Les frais de scolarité de l'école de commerce de Léo à Lyon, l'acompte de son Audi pour ses 21 ans, la caution de ce loft ridicule en centre-ville pour qu'il puisse réseauter. Les cartes supplémentaires illimitées sur mon compte American Express qu'il distribuait à ses amis comme des bonbons. Je n'ai jamais dit non, pas une seule fois. 11 mois plus tôt, Léo avait débarqué chez moi après une soirée. Il s'était évanoui sur mon canapé, ronflant comme une locomotive. J'ai remarqué que ses articulations semblaient enflées. Il se plaignait de douleurs depuis des mois, mettant ça sur le compte de vieilles blessures de ski. Quelque chose me disait que c'était pire. Pendant qu'il dormait, j'ai fait 2 prélèvements sanguins avec un kit que j'avais commandé. Je les ai conduits moi-même au labo le lendemain matin. 2 jours plus tard, le docteur Nicolas Basset, mon ex et le seul rhumatologue en qui j'avais confiance, m'a appelé personnellement. Elodie, c'est une polyarthrite rhumatoïde agressive. Il est dans la fenêtre précoce. S'il commence les perfusions biologiques dans les 6 à 8 prochains mois, il y a 90% de chances qu'on stoppe les dommages permanents. Une fois cette fenêtre fermée, c'est déformation à vie et opiacé. Je n'ai rien dit à personne. Léo aurait paniqué. Papa aurait nié. Valérie en aurait fait un drame. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai réglé le problème en silence. J'ai ouvert un compte bloqué spécial à mon nom, avec Léo comme bénéficiaire uniquement pour des frais médicaux. J'y ai versé chaque prime, chaque remboursement d'impôts, chaque vacances annulée. 160 000 €, le montant exact que la clinique privée demandait d'avance pour la première année de biothérapie. Comme je voyage pour le travail, j'ai ajouté une seule clause d'urgence en cas de besoin médical immédiat pour Léo. L'un ou l'autre parent pouvait demander le déblocage avec une confirmation verbale et un email de suivi de ma part. Je n'aurais jamais pensé qu'ils l'utiliseraient. Ils l'ont fait. La semaine dernière, alors que j'étais coincée à Londres sur un projet, Valérie a appelé mon banquier privé. Elle a utilisé les mots exacts, « Elodie est à l'étranger, Léo est en crise », elle m'a autorisé à gérer ça. Puis elle a transféré un email d'une adresse qui ressemblait exactement à la mienne, elodie.voyage87@gmail.com, donnant la permission. Le banquier a vu la clause, vu l'email, entendu Valérie pleurer au téléphone, et a débloqué la somme totale en un virement. Où est-ce allé? La fête des 27 ans de Léo.
La location d'un chalet de luxe privé à Megève pour le week-end. Un groupe de musique semi-célèbre venu de Paris. Des feux d'artifice sur mesure au-dessus du Mont Blanc. 300 invités, dont la moitié étaient des influenceurs qui avaient besoin de contenu. Bar ouvert traiteur par le chef le plus en vogue de la région, sculpture de glace, la totale. J'ai ouvert l'Instagram de Léo. Les stories étaient encore là. Lui faisant du body surf sur la foule. Lui sabrant le champagne sur un balcon au lever du soleil. Lui souriant devant une enseigne au néon indiquant « 27 ans et invincible ». Il n'avait aucune idée que l'argent qui illuminait sa nuit était censé l'empêcher de passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Je suis restée assise là jusqu'à ce que le soleil soit haut, le téléphone éteint sur mes genoux. Mon petit frère, le même gamin que je portais sur mes épaules quand il avait 5 ans, était sur le point de tout perdre parce que nos propres parents avaient jeté son avenir pour un week-end de likes et de feux d'artifice. Pour la première fois en 10 ans, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti quelque chose s'éteindre en moi. Et c'est ce matin-là que j'ai décidé qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. La sonnette a déchiré le silence à 2 heures du matin. Je savais qui c'était avant même d'atteindre la porte. J'ai ouvert et ils étaient là. Papa, Valérie et Léo, tous les trois empestant le bourbon bon marché et la rage. Valérie m'a bousculé la première, serrant une épaisse liasse de papier comme une arme. Elle n'a pas perdu une seconde en salutation. Tu as coupé toutes les cartes supplémentaires de Léo, n'est-ce pas, a-t-elle sifflé en claquant les relevés sur ma table basse. Son American Express est refusé partout. Il n'a même pas pu acheter d'essence hier. Papa a tempêté juste derrière elle. Le paiement de l'Audi a été rejeté. La société de leasing a déjà laissé un avis sur le pare-brise. Ils viennent la chercher dans 48 heures. Élodie, 48 heures. Léo traînait dans l'encadrement de la porte, sweat à capuche à moitié zippée, les yeux injectés de sang. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Serette, l'agence immobilière a scotché un avis d'expulsion de 10 jours sur la porte du loft ce matin. Mes colocs paniquent. Je vais être SDF. J'ai refermé la porte lentement et je me suis appuyée contre elle. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas bronché. Valérie a continué, la voix montant dans les aigus. As-tu une idée de l'image que ça donne? Ses amis harcèlent son téléphone. Yo, pourquoi ta carte est morte? Il a 27 ans, ce n'est pas un étudiant fauché. C'est humiliant. Papa a pointé un doigt sur ma poitrine. Tu ne peux pas couper les vivres quand ça te chante. Cette famille fonctionne grâce à ce que tu fournis. Ça a toujours été comme ça. Tu arrêtes, on s'arrête tous. C'est le deal. Léo est finalement entré, se frottant la nuque. Allez, hello. Rallume juste tout. Je te rembourserai quand mon prochain contrat de marque tombera. 2 semaines max, je les ai regardés un par un. 10 ans d'excuses, de culpabilisation et de demandes Lydia d'urgence ont défilé dans ma tête. Les milliers d'euros virés à 3 heures du matin pour que Léo puisse garder la face. Les vols annulés pour payer son loyer. Les anniversaires, les Noëls que j'avais passés à travailler en double pour financer tout ça. J'ai pris une lente inspiration. Non. Le mot a flotté dans l'air comme un coup de feu. La bouche de Valérie s'est littéralement ouverte. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit non. Pas un centime de plus. Pas un paiement de plus. Pas une excuse de plus. Le visage de papa est devenu violet. Tu ne décides pas ça. Tu nous finances depuis que tu as 24 ans. C'est ton rôle. Tu ne peux pas juste partir. Mon rôle? J'ai ri, un rire bref et tranchant. Je ne suis pas un distributeur automatique avec un pouls. Léo a essayé le regard de chien battu qui fonctionnait toujours quand on était gamin. Serette, s'il te plaît. J'ai des apparitions prévues, des sponsors. Si je me pointe en ayant l'air fauché, c'est fini. Valérie a repris les papiers et les a éventés comme des cartes à jouer. Regarde ces soldes. Regarde ce que tu as fait. Tu veux ton petit frère à la rue? Je n'ai pas touché la pile. Il a 27 ans. Il a un diplôme.
Il n'a qu'à ne pas utiliser une voiture qu'il ne peut pas payer et un appartement qu'il ne paie pas. Ce n'est plus mon problème. Papa a fait un pas de plus, sa voix tombant dans ce ton calme et effrayant qu'il utilisait quand j'étais ado. Tu crois que ça s'arrête là? Tu crois qu'on va juste te laisser détruire tout ce qu'on a construit? Valérie a coupé, les yeux plissés. Tu as 24 heures pour annuler chaque coupure. Les cartes, la voiture, le loyer, tout. Sinon tu vas découvrir exactement jusqu'où on est prêt à aller pour protéger cette famille. Léo fixait juste le sol, attendant que je plie comme je le faisais toujours. Je suis passé devant eux, j'ai ouvert la porte d'entrée en grand et je suis resté là. Les 24 heures commencent maintenant, ai-je dit. Sortez. Ils n'ont pas bougé pendant une seconde, comme s'ils attendaient la chute. Quand elle n'est pas venue, Valérie a ramassé ses papiers, marmonnant quelque chose de venimeux. Papa m'a lancé un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Léo a hésité le plus longtemps, puis est sorti en traînant les pieds derrière eux. La porte s'est fermée. J'ai verrouillé, mis la chaîne et pour la première fois en une décennie, la maison était complètement silencieuse. Je suis resté là dans le couloir sombre, le cœur battant, attendant que la culpabilité m'écrase comme d'habitude. Elle n'est jamais venue. Une épaisse enveloppe Kraft m'attendait sur le pas de ma porte quand je suis rentré du travail. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom en gras. Je l'ai apportée à l'intérieur, je l'ai ouverte et j'ai senti le sol basculer sous moi. Requête en mise sous tutelle d'Élodie Marie Martin déposée par Grégoire et Valérie Martin, requérants. La lettre d'accompagnement de leur avocat, maître Richard Langlois, ne faisait que 4 paragraphes, mais chacun frappait comme un coup de poing. Paragraphe 1, j'avais brusquement et sans justification cessé tout soutien financier à ma famille. Paragraphe 2, j'avais montré des signes d'instabilité mentale sévère, incluant un comportement d'isolement et une hostilité irrationnelle. Paragraphe 3, je posais un risque imminent de dilapidation de mon patrimoine substantiel et un danger pour mon propre bien-être. Paragraphe 4, si je signais l'accord de tutelle volontaire ci-joint immédiatement, il limiterait la procédure à une curatelle financière uniquement. Sinon, il demanderait la tutelle complète de ma personne et de mes biens, y compris le droit de me placer sous évaluation psychiatrique et de contrôler toutes les décisions médicales. Ci-joint l'accord pré-rempli. Ma ligne de signature avait déjà un petit autocollant fléché bleu pointant vers elle. J'ai lu le dossier 3 fois, les mains tremblant plus fort à chaque page. Ils avaient des témoignages de voisins disant que je sortais rarement de la maison. Une impression de mon dossier de crédit montrant que j'avais soldé tous les comptes joints et retiré tous les utilisateurs autorisés. Des captures d'écran de textos que j'avais envoyés à Léo lui disant de trouver un travail. Une note du thérapeute de Valérie, quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, affirmant qu'elle craignait pour ma sécurité car j'étais devenue froide et inaccessible. Ils avaient même joint un projet d'ordonnance d'urgence demandant à un juge de geler tous les comptes à mon nom jusqu'à ce qu'une audience puisse être programmée. J'ai appelé la seule personne que je connaissais qui ne tremblerait pas face à ça, Claire Donovan, une avocate que j'avais utilisée une fois pour un contrat de travail. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Élodie, calme-toi. Envoie-moi tout de suite. 20 minutes plus tard, elle a rappelé. Il invoque l'altération des facultés mentales. La loi française permet à la famille de demander une tutelle s'ils peuvent prouver une inaptitude ou un danger imminent. L'accord volontaire est un piège. Si tu signes, tu leur donnes le contrôle total de ton argent et de ta liberté. Si tu te bats, ils pousseront pour une audience d'urgence devant le juge des contentieux de la protection. J'ai déjà vu ça. Quelle est la force de leur dossier? Faible, ai-je répondu. Mais les juges accordent parfois des mesures provisoires sur des preuves minces, surtout si les parents pleurent au tribunal. Nous devons agir vite. Elle m'a dit de rassembler chaque relevé bancaire, chaque fil de discussion, chaque preuve que j'étais parfaitement compétente et que c'était eux qui avaient vidé un compte médical. Elle m'a aussi dit de m'attendre à ce que les choses deviennent moches. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine, entourée de dossiers, scannant des documents jusqu'au lever du soleil. Chaque fois que je pensais à signer juste pour que ça s'arrête, j'imaginais Léo ouvrant une autre bouteille de champagne qu'il n'avait pas payée. Et la nausée passait. Au matin, j'avais un plan. Je n'allais rien signer.
Je n'allais pas supplier. Et je n'allais certainement pas les laisser m'enfermer pour garder le robinet à fric ouvert. J'ai scellé ma propre enveloppe, plus épaisse que la leur, adressée à maître Richard Langlois, et je l'ai déposée à la poste. À l'intérieur, il y avait une seule feuille, rendez-vous au tribunal. La neige tombait si fort cette nuit-là qu'elle avalait chaque lampadaire d'Annecy. Je venais de me traîner chez moi depuis le supermarché, les bras chargés de sacs, quand j'ai remarqué la lettre recommandée collée sur ma porte d'entrée. L'enveloppe venait du service RH de mon employeur. Mon estomac s'est noué avant même de l'ouvrir. À l'intérieur, une seule feuille, résiliation immédiate de la mutuelle santé en raison de la détection de multiples réclamations frauduleuses dépassant 47 000 €. Cette facture détaillée était agrafée derrière. Des hospitalisations psychiatriques d'urgence à l'hôpital d'Annecy, une cure de désintoxication, des admissions pour surveillance suicide, toutes datées des 45 derniers jours. Toutes me listant comme patiente. Toutes complètes avec des signatures électroniques falsifiées qui ressemblaient exactement à la mienne. Je n'avais jamais mis les pieds dans aucun de ces endroits. J'ai appelé la mutuelle directement sur le porche, la neige trempant mon manteau. Après 43 minutes d'attente, une superviseure m'a finalement relu les réclamations d'une voix qui craquait. Madame, elles ont été soumises via le portail avec votre identifiant, votre date de naissance et une attestation numérique. La loi nous oblige à suspendre la couverture en attendant l'enquête. J'ai demandé les adresses IP de soumission. Elle les a lues. Chacune remontait à une adresse que je connaissais par cœur, la maison où j'avais grandi. Cette même nuit, juste après 1h30, quelqu'un a commencé à marteler ma porte si fort que le mur a tremblé. J'ai rampé jusqu'au Judas. 2 voitures de police étaient dans l'allée, les gyrophares peignant le blizzard en rouge et bleu. La neige s'est engouffrée quand j'ai entrouvert la porte. L'huissière la plus proche brossait des flocons de ses épaules. Son badge disait Capitaine Klein. Madame, nous avons reçu un appel au 17 d'un membre de la famille déclarant que vous tentiez de vous suicider. L'appelant a signalé des cris et des bris de verre. Nous devons entrer et confirmer visuellement que vous allez bien. Mes dents ont commencé à claquer, et pas à cause du froid. Je suis seule, ai-je réussi à dire. Je dormais. Elle a hoché la tête comme si elle avait déjà entendu ça. La procédure exige une vérification quand le signalement est aussi détaillé. Ça ne prendra qu'1 minute. Je me suis écartée. 2 officiers ont traversé la maison, leurs bottes laissant des traces humides sur le parquet. Ils ont ouvert chaque placard, vérifié sous le lit, éclairé la douche, même ouvert les tiroirs de la salle de bain pour chercher des boîtes de pilules. L'un d'eux a dit dans sa radio, sujet localisé conscient, pas de blessures visibles, pas d'armes, pas de signes d'automutilation. La capitaine Klein m'a tendu un formulaire de refus de transport médical à signer. Ma signature était tremblante. En se tournant pour partir, elle a marqué une pause sur le seuil, la neige tourbillonnant autour de son képi. Vous voulez me dire qui vous en veut à ce point? J'ai ri une fois, un son qui a fait mal en sortant. Mes parents. Elle n'a pas scié. On reçoit beaucoup de ces appels. La plupart ne sont pas réels. Elle m'a tendu sa carte. La prochaine fois qu'il tente ça, appelez-moi directement. Je m'assurerai que les officiers qui interviennent connaissent l'historique. Après la disparition des feux arrière, je suis restée dans l'embrasure de la porte ouverte, laissant la tempête entrer jusqu'à ce que mes doigts soient engourdis. Puis j'ai fermé la porte, tiré tous les verrous et traîné une chaise sous la poignée par précaution. J'ai ouvert le portail de la mutuelle sur mon ordinateur portable et j'ai regardé mon plan premium devenir rouge, annulé, enquête pour fraude. 47 000 € de fausses réclamations. Un appel téléphonique à 1h30 du matin avec des flics débarquant dans la neige. Ils ne faisaient même plus semblant d'être subtils. Je me suis recroquevillée sur le canapé, portant toujours mon manteau mouillé, mes bottes goûtant sur le tapis. La maison était silencieuse, à part le vent faisant cliqueter les vieilles fenêtres. Pour la première fois depuis que je les avais coupées, la solitude absolue m'a frappée comme une avalanche. Personne ne viendrait me sauver. Personne ne croyait même que j'avais besoin d'être sauvée. Je suis restée sur ce canapé jusqu'à ce que le ciel dehors prenne la couleur de l'eau de vaisselle,
serrant la carte de la capitaine Klein si fort qu'elle a laissé des marques dans ma paume. Un huissier de justice dans un costume gris froissé m'a coincé sur le parking du supermarché par un après-midi chaud d'avril, le genre de jour où les montagnes semblent assez proches pour être touchées. Il s'est mis juste devant mon caddie et m'a tendu une épaisse enveloppe blanche avec le sceau rouge du tribunal judiciaire déjà brisé par le vent. Je savais ce que c'était avant même de voir l'entête. Convocation en matière de tutelle concernant Élodie Marie Martin. Audience le 28 avril à 9h. Salle 2B, tribunal judiciaire d'Annecy. Juge des contentieux de la protection, Marguerite Ellison, président. Je me suis appuyé contre ma voiture et j'ai lu chaque page là, au soleil. 11 témoins. Dr Marc Tran, psychiatre, affirmant m'avoir traité pour une crise psychotique aiguë. Une assistante sociale alléguant 3 visites à domicile inopinées où j'aurais refusé l'entrée et menacé de me faire du mal. 3 anciens collègues d'un travail que j'ai quitté il y a 5 ans jurant que j'avais commencé à amasser des médicaments. 2 voisins de rue où je n'avais jamais vécu décrivant un comportement erratique. Une barista d'un café disant que je m'étais effondrée en sanglotant que je voulais en finir. Chaque attestation était datée exactement du même jour. Chacune me peignait comme une bombe à retardement qui avait coupé irresponsablement tout soutien financier à sa famille dépendante. La requête demandait au juge Ellison de me déclarer incapable, de nommer Grégoire et Valérie Martin tuteurs conjoints de ma personne et de mes biens, et d'accorder des pouvoirs d'urgence immédiats pour geler chaque compte. J'ai conduit directement au bureau de Claire Donovan, fenêtre baissée, l'enveloppe claquant sur le siège passager. Claire a étalé les papiers sur sa table de conférence et a commencé à les marquer avec différents surligneurs. Jaune pour les mensonges, rose pour le parjure, orange pour les crimes. 11 déclarations sous serment déposées à 4 jours d'intervalle, a-t-elle dit voix basse. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un orchestre payé. Regarde le tampon, le même notaire pour tous. Et 3 de ces témoins utilisent exactement la même formulation. Elle a ouvert le code de procédure civile. Les audiences de tutelle se jouent devant le juge. Pas de jury. Marguerite Ellison décide de tout ce matin-là. Si elle croit même 30% de ses ordures, elle peut signer une ordonnance sur le champ et tu perds ta liberté avant le déjeuner. J'ai fixé la liste des témoins jusqu'à ce que les noms deviennent flous. Comment ont-tu ça? On ne fait pas que le tuer, a dit Claire en faisant glisser un épais dossier de contre-attaque sur la table. On l'enterre. Elle avait déjà assigné les registres du notaire, les images de sécurité du café, les fichiers RH de mon employeur prouvant que j'étais au travail à chaque date où j'étais censé m'être effondrée. Elle avait des déclarations de 2 des 11 témoins qui avaient déjà craqué sous la pression d'un détective privé et admis avoir été payés 500 € chacun. Plus important encore, elle avait verrouillé le docteur Nicolas Basset. Il témoignera en direct, a dit Claire. Divulgation médicale complète du diagnostic de Léo. La fenêtre de traitement manquée. Les documents bancaires falsifiés. La facture des feux d'artifice. Tout sous serment en audience publique. Pour la première fois, tes parents entendront la vérité de quelqu'un qui n'est pas toi. J'ai passé les 3 semaines suivantes à vivre dans des boîtes de documents. J'ai imprimé chaque relevé, chaque texto. Je me suis entraînée à répondre aux questions jusqu'à ce que ma voix arrête de trembler. Le matin du 28 avril, je portais le tailleur bleu marine acheté pour mon premier vrai entretien à 24 ans. Dans la salle d'audience, l'air sentait le cire au citron et la peur. Papa et Valérie étaient assis à la table des requérants dans des vêtements que je n'avais jamais vus. Maître Langlois ajustait sa cravate comme si elle l'étranglait. Léo était assis juste derrière eux, capuche sur la tête, scrollant sur TikTok, traitant toujours tout ça comme un rendez-vous chez le dentiste. La juge Marguerite Ellison est entrée à 9h précises. Elle était plus jeune que sur les photos, regard perçant. Langlois s'est levé le premier. Votre honneur, c'est le cas tragique d'une fille en crise. Claire était déjà debout. Votre honneur, ceci est une tentative calculée de vol financier par le biais d'une tutelle instrumentalisée. Nous demandons le rejet immédiat et un renvoi au pénal. Le regard d'Ellison a glissé vers la liste des témoins, puis vers moi. Appelez votre premier témoin, maître Donovan. Claire a souri, un petit sourire létal. La défense appelle le docteur Nicolas Basset.
La porte latérale s'est ouverte et tout ce qu'ils avaient construit a commencé à brûler. La pluie martelait le toit du tribunal. J'étais assise à la table de la défense, les doigts glacés. Nicolas est entré, portant un costume sombre et un dossier rouge épais. Il ne m'avait pas regardé une seule fois depuis notre rupture. Aujourd'hui, ses yeux se sont ancrés dans les miens pendant une demi-seconde. Stable, désolé, prêt. Il a prêté serment. Claire a commencé doucement. Docteur Basset, veuillez indiquer votre relation avec Léo Martin. Je suis son rhumatologue traitant. Il y a 11 mois, j'ai confirmé une polyarthrite rhumatoïde agressive. Sans traitement biologique la première année, la destruction permanente des articulations est presque garantie. Des halètements ont parcouru la salle. Valérie s'est à moitié levée. Objection. C'est privé. Ellison a frappé une fois avec son marteau. Rejeté. Continuez. Nicolas a ouvert le dossier. M et Madame Martin n'ont jamais été informées parce que Mademoiselle Martin avait l'intention de financer le protocole entier elle-même. Elle a créé un compte dédié contenant 160 000 € exclusivement pour les soins de Léo. Il a projeté les relevés bancaires sur l'écran. L'email falsifié, le retrait, la location du chalet, la facture des feux d'artifice, les paiements aux influenceurs. Le visage de papa est devenu gris. Valérie agrippait le bord de la table. Nicolas a continué. La fenêtre de traitement s'est fermée il y a 4 mois. Léo fait maintenant face à une déformation à vie et une dépendance aux opiacés. Cet argent était sa seule chance réaliste. Léo a arraché ses écouteurs. De quoi bordel est-ce que tu parles ? Nicolas s'est tourné vers lui. Tes parents ont utilisé ton fonds médical pour payer ta fête d'anniversaire. Tu avais besoin de cet argent pour marcher normalement le reste de ta vie. La bouche de Léo s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Il a regardé Valérie. Maman ? Elle ne voulait pas croiser son regard. Claire a remis à la juge la pile des 11 fausses attestations, puis les contre-déclarations. Langlois a essayé d'objecter encore. Ellison l'a fait taire. Elle a scanné les documents pendant 8 longues minutes. Enfin, elle a levé les yeux, la voix comme de l'acier. Après examen des preuves, je ne trouve aucune base crédible pour un constat d'inaptitude. La requête est frivole, déposée de mauvaise foi et soutenue par ce qui semble être un parjure coordonné et une exploitation financière. Elle s'est tournée vers papa et Valérie. Grégoire et Valérie Martin, votre requête est rejetée. Tous les frais de justice et les honoraires d'avocat de la partie adverse seront à votre charge personnelle. Un autre coup de marteau. De plus, je transmets ce dossier entier au procureur de la République pour une enquête criminelle immédiate pour abus de faiblesse, faux et usage de faux, et témoignages mensongers. La salle a explosé. Les huissiers se sont avancés. Papa a essayé de se lever, ses jambes ne le tenaient plus. Valérie pleurait ouvertement. Léo restait juste figé, fixant la facture projetée des feux d'artifice qui lui avaient coûté ses articulations. Nicolas est descendu de la barre, m'a fait un signe de tête et est sorti. Je suis restée assise jusqu'à ce que la salle se vide, la pluie battant toujours les vitres. Ils avaient perdu, et pour la première fois en 1 an, je pouvais respirer. La première poussée inflammatoire de Léo a frappé en juin. En août, il ne pouvait plus tenir une tasse de café. En octobre, il était en déambulateur. Les antidouleurs sont passés à des patchs de fentanyl en moins de 4 mois. À 28 ans, il a obtenu l'AAH, environ 970 € par mois. C'était tout son revenu désormais. Papa et Valérie ont tenu exactement 91 jours après l'audience. Les sanctions ordonnées par le tribunal dépassaient les 130 000 €. Leur chalet a été saisi par la banque la semaine avant Noël. La banque a cadenassé les portes en bois derrière lesquelles j'avais grandi pendant qu'ils chargeaient le peu qu'ils avaient dans un camion de location. Je n'ai jamais répondu à un seul message vocal. J'ai mis ma propre maison en vente en janvier. Elle s'est vendue en 6 jours à un couple de Parisiens cherchant une résidence secondaire. J'ai remboursé mes derniers prêts étudiants, fermé chaque compte qui portait encore mon nom et acheté un aller simple. Lyon n'était qu'à 1h30 de route, mais ça semblait être une autre planète.
Nouveau travail, nouvel appartement à la Croix-Rousse, nouveau numéro que personne de mon ancienne vie n'avait. J'ai même commencé à utiliser mon deuxième prénom au travail, Marie. La vente de la maison a été finalisée le premier jour chaud de mars. J'ai conduit là-haut une dernière fois. Les Alpes ressemblaient exactement à la même chose, la brume accrochée bas sur la vallée. Je me suis garé dans l'allée de gravier. Les nouveaux propriétaires avaient déjà changé la boîte aux lettres. J'ai marché à travers chaque pièce. Le salon où Noël avait explosé. La cuisine. Mon ancienne chambre. J'ai laissé les clés sur le comptoir et j'ai verrouillé la porte derrière moi pour de bon. Debout sur le porche, j'ai jeté un dernier coup d'œil aux montagnes qui m'avaient élevé. Quelque part en bas dans la vallée, Léo se réveillait probablement pour une autre journée de douleur. Quelque part dans un HLM bon marché, papa et Valérie apprenaient ce que ça faisait d'être ceux qui n'ont plus d'option. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je me sentais juste libérée. Je suis remontée dans ma voiture et j'ai conduit vers l'ouest jusqu'à ce que les pics disparaissent dans le rétroviseur. Voici ce que je sais maintenant. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 24 ans quand j'ai commencé à porter tout le monde. L'amour n'est pas un chèque en blanc. La famille n'est pas un abonnement à vie qu'on ne peut pas résilier. Et à la seconde où vous faites de votre paix l'urgence de quelqu'un d'autre, vous signez l'abandon de votre propre avenir. Si vous êtes là-bas à payer des factures que vous n'avez pas créées, à élever des adultes, à garder la lumière allumée pour des gens qui regarderaient la vôtre s'éteindre sans cligner des yeux, écoutez-moi. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous choisir sans être le méchant. Parce que les gens qui vous aiment vraiment, ils n'auraient jamais laissé les choses en arriver là. Ce chalet a disparu. Ces montagnes sont la vue de quelqu'un d'autre maintenant. Et je n'ai jamais aussi bien dormi.